Je sais pas lire. Désolé. Mais en tout cas, ce que je sais faire, c'est raconter des histoires. Et ce que je te propose aujourd'hui, c'est de revenir sur l'étroite relation entre les gangs et le rap. Mais pour bien commencer, remontons un peu dans le passé. Louisiane, 1953, c'est dans cette clinique totalement banale de Shreveport que vient au monde Stanley Williams. Personne ne le sait encore, mais ce garçon allait être à l'origine de la rivalité la plus meurtrière de l'histoire des gangs des États-Unis. Grandissant sans son père, Stanley et sa mère déménagent à Los Angeles en 1959. Une ville qui présentait à l'époque une belle opportunité pour les jeunes Afro-Américains. À l'époque, il faut savoir que les gangs existent déjà à Los Angeles depuis à peu près les années 20. Face aux discriminations raciales et aux violences policières, plusieurs bandes afro-américaines rebelles avaient vu le jour. Et dans les années 60, il était fréquent de voir des bandes rivales s'affronter pour obtenir un territoire, organiser des combats de rue, etc. Une belle ambiance. Durant les absences de sa mère, le petit Stanley sort en cachette pour assister à des choses assez banales pour un enfant d'une dizaine d'années, des combats de chiens ou des parties de poker. Donc tu l'auras compris, un mode de vie pas vraiment adapté à un enfant, et encore moins quand tu vois sa petite tête de premier de la classe sur cette photo par exemple. Arrivé à l'adolescence, comme tu viens de le voir, notre ami Stanley s'appelle désormais Tookie. Il rejoint une bande et gagne rapidement leur respect en tabassant un garçon qui avait insulté sa mère. Alors âgé de 16 ans, notre ami Tookie se fait choper en train de voler une voiture. Il va écoper d'1 an d'emprisonnement, une période dans laquelle il ne va pas du tout calmer ses envies de vivre comme un gangster. Au contraire, il va passer 1 an à faire de la muscu et à se fixer un seul objectif: quand je sors, je dois fonder le plus grand gang du monde. À sa sortie, il se fait aborder par un certain Raymond Lee Washington, un chef d'une bande locale accompagné de toute sa bande. Tookie est assez impressionné du fait qu'ils sont habillés tous de la même manière, un jean Levi's, une veste en cuir et des bretelles. Alors oui, là on est loin de l'image du gangster que tu peux te faire aujourd'hui, on est plus sur un petit bobo qui va boire son kawa dans le 17e, mais à l'époque, valait mieux pas croiser les bougs habillés comme ça. Raymond va alors faire une offre à Tookie qu'il va accepter, unir leurs forces pour renverser les bandes en place et prendre le contrôle de Los Angeles. Nous sommes en 1969, nos deux personnages ont alors 17 ans et le gang des Crips est officiellement né. Initialement, leurs intentions sont pas mauvaises. Les Crips veulent unir les bandes pour cesser la guerre des gangs à LA et de créer une unité au sein de la communauté afro-américaine. Mais le truc, c'est qu'ils donnent pas vraiment le choix aux autres bandes de LA. Si tu osais opposer la moindre résistance aux Crips, tu prenais tarif. En gros, c'était simple, tu devais régler en 1v1 ton problème, soit contre Tookie, soit contre Raymond. Mais crois-moi, valait mieux pas se frotter à eux. Tu vois les bestiaux ici, beau bébé, beau gabarit, je m'y frotte pas. Quelques années après leur projet de conquête de LA, les Crips ont déjà renversé un grand nombre de gangs établis. C'est alors qu'un gang rival, les Piru, c'est pas du tout une équipe de Koh-Lanta, c'est vraiment un gang présent depuis quelques années à LA, va rassembler plusieurs autres gangs pour former une unité sans quoi ils disparaîtront à jamais. Après plusieurs discussions, ils forment une alliance, ils décident de créer un gang qui a un nom que tu connais sûrement, les Bloods. Bon, tu te demandes sûrement pourquoi les Crips s'appellent ainsi. En fait, à la création du gang, Raymond et Tookie avaient seulement 17 ans. Et la plupart des membres du gang n'avaient même pas l'âge d'avoir fini le lycée. Par conséquent, les autres gangs les surnommaient les Cribs. Les Cribs qui veulent tout simplement dire les berceaux. Influencés par les films de la Blaxploitation, les membres de gang vont commencer à s'habiller en pimp, en proxénète. Ils vont porter des grands chapeaux, des fourrures et des cannes. Et très souvent, les gens de Los Angeles de l'époque qui se faisaient dépouiller par ces Crips décrivaient des gangsters avec une canne, des boiteux, et en anglais on dit tout simplement des Crippers. Je le dis très mal, mais ça a donné Crips. Et tu l'as sûrement remarqué, les Crips arborent une couleur, le bleu, et souvent avec un bandana, et c'est pas anodin. En fait, Budda, un des membres fondateurs des Crips que j'ai pas évoqué, était souvent habillé tout en bleu avec un bandana et, à sa mort, le gang par hommage a commencé à s'habiller en bleu et à arborer ce bandana bleu qu'on connaît tous. Depuis les années 70, un tas de codes à respecter pour devenir un vrai Crips sont apparus. Premier point qui a quasiment disparu aujourd'hui, mais dans les années 80, les Crips communiquaient entre eux en Swahili. C'est une langue parlée en Tanzanie qui leur permettait notamment de parler en prison sans forcément que les geôliers puissent comprendre ce qu'ils racontent. Deuxième point, le plus connu, le Sea-Walk. Une danse énormément reprise dans le rap, dans le R&B et même par Serena Williams. Je sais pas pourquoi, mais j'avais envie de le placer. À la base, le Sea-Walk sert pour les Crips à se reconnaître entre eux. Mais c'est aussi une danse qu'ils font après avoir tué un de leurs ennemis en essuyant le sang sur leur basket. C'est pour ça que quand les rappeurs Crips dansent le Sea-Walk à leur concert, ils font ce mouvement. Ouais mon ref, on est loin des danses Fortnite d'aujourd'hui. Et certains rappeurs comme Snoop Dogg ou Exhibit insistent sur le fait que cette danse n'est pas anodine du tout et qu'elle appartient à la culture
des Crips. Mais le creeping ne se limite pas à porter des sapes bleus et à danser le Sea-Walk. Tu te doutes bien. De nombreux Crips portent des sneakers de la marque British Knight et mangent régulièrement au Burger King. Tu vas me dire, pourquoi donc? Eh bien, les initiales de ces marques forment B et K, ce qui signifie à leurs yeux Bloods Killer. Et pour les Bloods, c'est à peu près pareil, ils vont porter par exemple du Calvin Klein, ce qui signifie à leurs yeux Crips Killer. Ah oui les gars, je t'ai dit, c'est un vrai mode de vie, ils calculent tout, on n'est pas dans un film là. Anciens membres actifs ou artistes affiliés au gang, les couleurs des Crips ont été portées par de nombreux rappeurs, comme par exemple le BG qui est juste là, Monsieur Snoop Dogg. En 1972, l'année de création des Bloods, ces derniers étaient 3 fois moins nombreux que les Crips. Naturellement, pour survivre, les membres du gang devaient être beaucoup plus sanglants que leurs adversaires. Ça aurait donc du sens que l'origine du nom Bloods vienne de là, mais pas du tout. Ça vient pas de là. En vérité, Blood est un raccourci de l'expression Blood Brother qui était utilisée par les Afro-Américains pour se désigner entre eux. Et forcément, face au bleu de leur adversaire, ils ont naturellement choisi la couleur rouge pour les représenter. Et ça, plusieurs rappeurs en ont fait les frais malheureusement, à la fin des années 80, début 90. En 1988, LL Cool J se produit à LA habillé avec un survêtement rouge. Le rappeur du Queens est alors en froid avec Ice-T, un rappeur affilié aux Crips. Ni une ni deux, quand les Crips apprennent que le frérot LL Cool J se balade tranquillement à LA en ensemble rouge, le prennent directement pour une provocation. Ils interceptent alors le rappeur à la sortie d'un concert pour le tuer. Ah ouais, ça blague pas. Hein. Heureusement pour lui, la femme de Ice-T l'a un petit peu raisonné, hein. On va pas te tuer juste parce que t'as des vêtements rouges, et elle lui a évité une mort certaine. Une autre anecdote similaire avec Nas, qui n'avait pas encore sorti ce magnifique projet Illmatic, et dont le visage était totalement inconnu des Crips à l'époque. Alors qu'il sort d'un van totalement habillé en rouge dans un quartier des Crips, des gangsters se mettent à le courser pour le tabasser tout simplement. Mais coup de bol, Monsieur Snoop Dogg passait dans le coin, et a reconnu le rappeur new-yorkais, et a demandé aux gangsters de se stopper et de le laisser tranquille. Tout comme les Crips, les Bloods ont aussi leurs particularités qui vont faire la légende du gang. Pour se moquer du Sea-Walk, un certain DJ Quick va inventer le B-Walk. Il reprend donc l'énergie et certains moves du Sea-Walk, et rapidement on va voir cette danse utilisée par certains rappeurs affiliés aux Bloods, comme par exemple Tech 9 ou encore YG qui en a fait carrément un morceau. Autre point assez fou pour te montrer à quel point c'est ancré en eux et que c'est un vrai lifestyle, les Crips entre eux s'appellent des Coos et les Bloods entre eux s'appellent des Bros. En gros, si t'es chez les Bloods, il vaut mieux éviter de prononcer les C et inversement. D'où la phrase de notre ami Vald juste ici. Ce monde est cruel. Et comme je suis bleu, blanc, rouge, je suis Crips et finalement Blood. Fait que ce monde est bruel. Merci bien. Donc le rappeur DJ Quick que je t'ai évoqué juste avant, si on prend son dossier, on voit bien que le C a été enlevé de son blaze. Et je peux te le dire, c'est pas une faute de frappe, c'est loin d'être anodin. Jusqu'à la fin des années 80, les Crips et les Bloods ne sont pas vraiment affiliés à des affaires concernant la vente de drogue dure. Mais tout va changer malheureusement à cause de l'arrivée de la cocaïne aux États-Unis. Dans un premier temps, comme c'est une drogue assez chère, on la voyait très peu dans les ghettos, jusqu'à l'arrivée du crack, un dérivé bien moins coûteux mais qui rend malheureusement les consommateurs bien plus accros. Pendant que les habitants les plus pauvres sont prêts à tout pour obtenir une dose, les Crips et les Bloods s'enrichissent plus vite que jamais. Ce qui va leur permettre de s'armer rapidement et de très vite s'exporter dans d'autres villes. Cependant, tout n'est pas rose au sein des gangs et en particulier au sein des Crips. L'année 1979 a été un petit peu particulière pour le gang, je t'explique ça. Tookie, qui est l'un des personnages qu'on a vu juste avant et l'un des membres fondateurs du gang, est accusé du meurtre de 4 personnes, puis malheureusement condamné à mort dans la même foulée. Quelques mois plus tard, Raymond, l'acolyte de notre ami Tookie, et lui aussi fondateur des Crips, est malheureusement assassiné. Assassiné lors d'un drive-by, un meurtre à l'arme à feu exécuté depuis une voiture. Le tueur n'a malheureusement jamais été identifié, mais il y a eu quand même quelques rumeurs vis-à-vis de son identité. Selon les témoins, Raymond a été interpellé par des hommes dans la voiture, il s'en est alors approché avant de se faire tirer dessus. Avec ce témoignage, il y a eu quelques théories, certains disaient qu'il connaissait forcément la personne ou les personnes dans la voiture puisqu'il a été interpellé et il ne se serait jamais rendu dans cette voiture s'il ne connaissait pas les personnes à l'intérieur. Trahison ou non, malheureusement, je suis désolé pour toi derrière la caméra, je ne pourrais pas te donner de réponse. En parallèle, le rap fait ses premiers pas aux États-Unis et commence à avoir petit à petit quelques succès dans le Billboard. Sans te refaire l'historique du rap aux États-Unis, Seb l'a très bien fait dans sa vidéo, le rapprochement avec le monde des gangs n'est pas forcément évident au début. Parce qu'il faut savoir que le rap au début des années 80 est majoritairement influencé par la funk. Le côté gangster, pour l'instant, il n'est pas trop présent. Il faudra attendre l'apparition de groupes comme Run DMC qui racontent leur vécu de façon beaucoup plus crue que les premiers rappeurs.
La tournée du duo new-yorkais en 1986 va d'ailleurs tourner au drame lors d'un concert à Long Beach, non loin de LA. Malheureusement, durant le concert, il y aura une fusillade entre les Bloods et les Crips, mais heureusement, aucune perte ne sera déplorée. Mais attention, 2 ans plus tard, en 1988, un projet va changer la donne et installer l'imagerie gangsta dans le rap US. C'est ce projet-ci, NWA, Straight Outta Compton. Composé de DJ Yella, MC Ren, Eazy-E, Dr. Dre et Ice Cube, NWA bouleverse tous les codes établis en sortant ce morceau. Parmi tous ces petits noms, nous avons 2 rappeurs qui font partie des Crips, Eazy-E et Ice Cube. Le groupe clame haut et fort ce que les jeunes afro-américains de Los Angeles et de tous les États-Unis ressentent. C'est surtout le cas avec le classique de l'album, Fuck the Police. Ce que Ice Cube décrit ici, c'est malheureusement le vécu de beaucoup d'Afro-Américains de l'époque avec le fléau du crack présent partout à Los Angeles. La police, ayant pour mission de démanteler ce réseau, va mettre en place un système violent et répressif et forcément les Afro-Américains vont en pâtir. Tu te doutes bien, à sa sortie, le discours de Fuck the Police n'est pas forcément très bien reçu. Le groupe est classé comme hardcore et va recevoir la mention Parental Advisory, qui avait pour but de dissuader la consommation de cette musique dite violente, et après c'est rentré dans les codes du rap et le Parental Advisory est apparu un petit peu partout. En tout cas, Straight Outta Compton a mis en lumière le mode de vie des gangsters dans tous les États-Unis. Et ça, bon, on va dire que ça n'a pas vraiment plu aux personnes vraiment affiliées aux Crips ou aux Bloods. Et oui, comme aujourd'hui d'ailleurs, beaucoup de rappeurs à l'époque s'inventaient aussi un peu une vie alors qu'ils avaient au plus vendu un petit peu de drogue. Même si, bon, il y en a certains qui ont eu des trucs un petit peu plus violents que ça. Le fait que des rappeurs comme Dr. Dre, qui n'a vraiment aucune affiliation avec les Crips, rappent des paroles aussi hardcore, et bah voilà, ça a énervé quelques gars. Comme Dresta qui a envoyé un pic à notre cher Dre, écoutons-le. Pour ces raisons, en 1993, un tout nouveau groupe se forme, Bloods and Crips, qui rassemble de vrais gangsters des deux camps. Le groupe connaîtra un petit succès, bien sûr teinté de critiques provenant des deux gangs, puis il se scindra en deux avec des rappeurs Crips, des rappeurs Bloods. Une union qui n'a pas duré très longtemps. Malheureusement, rattrapés par la vie de gangsters, la plupart des rappeurs des deux groupes perdront la vie l'année qui suit. Une dure réalité qui, malheureusement, se prolonge un peu trop dans le hip-hop. Dès la fin des années 80, le grand public se met à se passionner par le mode de vie des gangsters. Hollywood va contribuer à cette mise en avant avec un premier film sorti en 1988, Colors. Dans ce film, la violence des gangs est représentée du point de vue de la police, et suite à ça, il va ouvrir la porte à certains classiques que tu connais sûrement, comme par exemple Boys in the Hood, ou encore ce petit chef-d'œuvre, Menace to Society. What you say about my mama? You feel sorry for who? I don't want any trouble, just get out! The fuck you say about my mama? I don't want any trouble, just get out! You talking shit. Every time I come in this motherfucker, you got something to say. Des films dont la violence et le réalisme vont choquer le grand public. Autre rappeur qui va se servir de l'image de gangster bien qu'il n'en soit pas issu, c'est Monsieur Tupac. Provenant d'une famille engagée dans le mouvement des Black Panthers, qui lutte pour les droits civils des Afro-Américains, Tupac est arrivé dans le rap avec une étiquette de politique rap, en dénonçant tout ce que subissait sa communauté et en critiquant la politique américaine. En 1991, cette vidéo est rendue publique, on y voit Rodney King, un jeune noir américain, se faire tabasser par des policiers. L'affaire fait rapidement le tour des médias, la lutte des policiers contre les gangs a instauré un véritable climat de terreur à Los Angeles, et avant Rodney King, de nombreux jeunes noirs américains avaient été passés à tabac, mais c'était la première affaire vraiment médiatisée. Et donc face à la polémique, les Crips et les Bloods vont décider de faire une trêve pour symboliser l'unité de la jeunesse afro-américaine face aux persécutions qu'elle peut subir. Tupac va saisir l'occasion pour rédiger un code de l'honneur et le proposer aux Bloods et aux Crips
le Thug Life. Et oui, là, ça te fait penser à un mème, mais avant ça, le Thug Life, c'était un code d'honneur rédigé par Tupac avec 26 règles qui visaient à réguler les gangs pour qu'ils fassent moins de dégâts. Il appelait par exemple à ne plus recruter d'enfants pour les entraîner à dealer, à ne pas vendre de drogue à des femmes enceintes, ou encore à ne pas provoquer de fusillade durant des fêtes. 4 ans plus tard, en 1996, après une peine de prison de presque 1 an, une agression à New York et un conflit grandissant avec Biggie, Tupac est plus revanchard que jamais. Libéré sous caution par un personnage assez sombre de l'histoire du rap américain, Monsieur Suge Knight, directeur de Death Row Records, présent à l'origine de pas mal succès de rappeurs que l'on connaît aujourd'hui, et également un Bloods reconnu, Tupac, suite à cette libération, va préparer un album Gangsta Rap, All Eyes on Me. À l'année de la sortie de l'album, Tupac est malheureusement assassiné à Las Vegas après avoir assisté à un combat de Mike Tyson. Son assassin présumé est Orlando Anderson, un jeune Crips qui aurait été payé par le producteur et rappeur P. Diddy pour assassiner Tupac. C'est en tout cas ce qu'affirme Greg Kading, un détective privé qui semblerait avoir la réponse à cette affaire un peu mystérieuse. Donc on sait pas vraiment, mais en tout cas, il y a un très bon film sur tout ça, City of Lies. Et selon lui, la mort tragique de Notorious Big aurait été commanditée par un certain Suge Knight que nous avons évoqué juste avant. Mais bon, c'est une affaire très complexe qui a fait les gros titres pendant des années, de grands journaux, de grandes presses papier, etc. Tout ce que je retiens, c'est que plus ou moins à cause des gangs et de leur mode de vie, on a perdu deux légendes du rap à quelques mois d'écart. Le problème avec les années 90-2000, c'est que le mode de vie des gangsters est partout aux États-Unis. Au cinéma, dans le haut du billboard, en couverture des magazines. C'est là qu'un phénomène va apparaître et qu'un certain type d'énergumènes vont aussi faire leur apparition. Est-ce que tu as la réponse ? Petite supposition, ne serait-ce pas les bandeurs de gangsters ? C'est à peu près ça. En gros, le public kiffe la vie de gangster et veut y ressembler. La jeunesse américaine a commencé à faire des signes de gang, à danser le sea-walk, à s'habiller comme des gangsters, sauf que c'est pas un jeu, c'est la vraie vie. Mais heureusement, certains sont là pour le rappeler. Rappelez-vous, plus tôt dans la vidéo, je vous parlais de Tuki, le fondateur des Crips, qui a été arrêté en 1979 pour le meurtre de 4 personnes. Et bien, en attente de son exécution sur près de 20 ans, Tuki va faire un énorme travail sur lui-même. Durant les années 90, il va mener une lutte pour la paix, il trouve refuge dans la religion, va commencer à écrire des livres pour enfants et va critiquer la violence des gangs. Lui qui à la base voulait unir les communautés afro-américaines, a malheureusement créé une guerre dans laquelle ils s'entretuent. Working together, we can put an end to this cycle that creates deep pain in the hearts of our mothers, our fathers, and our people who have lost loved ones to this senseless violence. Porteur d'un message d'espoir, Tuki sera nommé au prix Nobel de la paix en 2000 pour l'ensemble de son travail préventif contre les gangs. Un travail, je le rappelle, effectué dans la cellule de sa prison. En 2004, un biopic sur la vie de Tuki sort au cinéma, avec ni plus ni moins Jamie Foxx dans le rôle principal. Le film retrace le parcours de Tuki, des rues de South Central à sa cellule de prison. Un détail dans le scénario est à relever, on ne présente pas Tuki comme l'auteur des faits qui lui sont reprochés, mais on présente plutôt cette accusation comme un coup monté. Il faut savoir qu'il y a plusieurs théories qui existent autour de cette histoire. Un complot de la part des Bloods pour affaiblir les Crips, ou directement le FBI qui voulait se débarrasser de lui parce qu'il posait trop de problèmes. Malgré le soutien de célébrités comme Snoop Dogg, malheureusement Tuki n'arrivera jamais à prouver son innocence auprès de la justice. D'ailleurs, pour l'anecdote, un de ses appels a été rejeté par le gouverneur de la Californie à l'époque, qui n'est autre que monsieur Arnold Schwarzenegger. Exécuté en 2005, Tuki donnera une dernière volonté, celle que sa mort ne déclenche aucune émeute. I'm not trying to convince anyone of my transformation. I know I have changed. God knows I have changed. And the individuals who are listening to my voice should be able to detect that I've actually made a transformation. La génération de rappeurs qui ont grandi dans les années 90 ont connu les conséquences de la trêve de 92 et du code d'honneur de Tupac, en plus d'avoir pour certains adhéré au message que Tuki avait laissé. C'est le cas par exemple de Nipsey Hussle qui décrit dans le morceau Double Up sa musique comme du Tookie Williams sur du John Coltrane. Il faut savoir que Nipsey Hussle était le représentant des Rolling 60s auprès de la police, un positionnement qui, plaisait pas à tout le monde bien évidemment. Malheureusement, Nipsey est abattu en 2019 par Eric Holder, lui aussi membre des Rolling 60s, apparemment à cause d'une embrouille entre les deux hommes. Nipsey aurait accusé Eric d'avoir balancé un membre du gang, et c'est bien évidemment un comportement contraire aux règles 3, 9 et 10 du code d'honneur que Tupac avait rédigé.
D'ailleurs, comme tu peux le voir ici dans un des derniers clips de Kendrick Lamar, on voit Kendrick utiliser la technologie du deepfake pour faire apparaître sur son visage celui de Nipsey. On peut par ailleurs remarquer le choix d'un bandana noir, ici probablement un signe d'unité au sein des gangs et même au-delà de ça au sein de la communauté noire tout entière. Une démarche qui ne surprend pas son public, puisque dès qu'il a commencé la musique, il tenait à montrer cette réalité dans laquelle il a toujours vécu. Et d'ailleurs, magie du montage, comme tu peux le voir juste ici, il a carrément fait pas mal de collaborations avec Reebok ou Nike, et on voyait même dans ces collaborations un symbole d'unité, tu peux le voir juste ici, une pierre avec à l'arrière marqué Blue et Red, en signe de ralliement des deux gangs. C'est particulièrement vrai notamment dans l'un de ses premiers clips, dans lequel Kendrick se met en scène en train de tuer un autre gangster de façon très dramatisée. Le premier album de Kendrick à connaître un succès national, Good Kid, Mad City, suit totalement cette voie. Et l'album suivant, To Pimp a Butterfly, lui parle plus de la communauté afro-américaine dans son ensemble, même si dans certains clips, on peut voir les Bloods et les Crips réunis. En 2016, on avait pu voir aussi les rappeurs The Game et Snoop Dogg, respectivement Bloods et Crips, organiser la signature d'une charte, tout comme Tupac en 1992. À un détail près, elle est centrée sur la vie des Noirs aux États-Unis plutôt que uniquement sur les membres de gangs. Au sein de la nouvelle génération, on a vu des messages similaires, comme celui partagé par le regretté Lil Wayne dans son morceau Gang Unit. Un discours malheureusement rare dans cette nouvelle génération, où les rappeurs associés aux Crips, aux Bloods ou à tout autre gang sont un petit peu matrixés par la drill, UK drill, et qui vont s'amuser à name drop certaines personnes qu'ils ont assassinées ou tabassées. Malheureusement pour certains, même ayant réussi à sortir du quartier ou à devenir riche, je l'expliquais avant dans la vidéo avec tous les codes etc, c'est un vrai mode de vie et c'est pas simple de s'en détacher. C'est comme ça et je pense que si tu as pas ce mode de vie là, malheureusement on pourra jamais trop comprendre. C'est le cas dernièrement de Young Thug, Gunna et Tool YSL qui sont malheureusement dans une sauce assez immense. Il y a énormément de rappeurs qui perdent la vie malheureusement à cause de leur implication dans des gangs comme par exemple Young Dolph. En bref, la relation entre les gangs et le rap est plus qu'étroite et ce depuis toujours. J'espère que tu auras kiffé ce format, que tu auras appris de belles choses avec ces vidéos, de quoi faire de bons rêves. Si c'est le cas, n'hésite pas à liker, à commenter, à voir dans la description éventuellement plein de sources pour aller un petit peu plus loin sur le sujet si ça t'intéresse. N'hésite pas également à me donner des idées de sujets sur lesquels tu voudrais que je me penche. Porte-toi bien, prends soin de toi et ne bande pas sur les gangsters, y a rien de bon à ça mon ref. Good morning, Keith. 11. Check.